Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Salia Braclia, bonjour Jérôme Chapuis. Bonjour. Les condamnations judiciaires pour les auteurs des violences en marge des festivités de la victoire du PSG ce week-end sont jugées par certains trop clémentes, du sursis et des amendes, au point que le ministre de la Justice lui-même réclame d'alourdir l'arsenal des peines. Il faut adapter le code pénal à la violence d'aujourd'hui. Je propose de supprimer le sursis, que tout de suite, dès la première condamnation, ce soit de la prison ferme ou une peine extrêmement ferme. Et deuxièmement, qu'on puisse faire des peines minimales à partir du moment où le juge a reconnu la culpabilité de quelqu'un. La loi n'est plus en accord avec la violence que connaît la France aujourd'hui, c'est ce que dit le garde des Sceaux. Vous êtes d'accord avec lui ? J'espère qu'il va faire les mêmes propositions pour son ami Nicolas Sarkozy ou pour Madame Le Pen, condamnée pour détournement pour des millions d'euros. Mais voilà, ça c'est parce qu'il y a toujours une justice avec M. Darmanin qui est forte avec les faibles et faible avec les forts. Sur ce sujet, alors ? Sur ce sujet, d'abord la première chose, les violences que j'ai vues, alors que le match n'était même pas terminé, avant même la fin de la première mi-temps, sont insupportables. On s'en est pris pas seulement à des magasins, des bus, des services publics, enfin c'est honteux. Honteux. Elle est de plus en plus décomplexée, avec des délinquants qui ont même pas peur des bleus et qui y vont franchement honteux. De l'autre côté, je trouve qu'on a un ministre de la Justice, un ministre de l'Intérieur surtout, qui se trouve des excuses et qui n'assume pas ses responsabilités. Des excuses ? Le Pourquoi ? ministre de Il a quelque chose à se reprocher, le ministre de l'Intérieur ? Ah il peut quand même, parce que c'est pas comme si ce match, il n'avait pas été prévu et organisé. On savait que c'était une finale quand même de ligue important. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et donc on savait que ces événements, malheureusement, ont lieu. Quelle disposition il a pu prendre, pas seulement à Paris dans les Champs-Élysées, mais en province? Rien. Je regrette, mais ce ministre de l'Intérieur qui avait dit l'ordre, aujourd'hui c'est le ministre du désordre et du désordre. Il ne sait pas faire respecter les règles et la loi dans notre pays. Revenons aux peines, si vous le voulez bien, Fabien Roussel. Est-ce qu'il faut alourdir les peines aujourd'hui parce que, justement, elles ne sont plus en accord avec l'état de la violence dans le pays ? Bien qu'on ait un débat avec les magistrats sur cette violence qui monte et des peines qui pourraient ne pas être adaptées, je suis prêt à discuter et à regarder ça, parce qu'il y a une réalité, une violence qui monte, qui est réelle. Et donc une justice trop laxiste ? Une contestation de l'autorité qui est réelle, et donc il faut y travailler. Ce qui m'interpelle dans les propositions du ministre de la Justice, M. Darmanin, c'est que, par exemple, il demande à remettre en cause le sursis, de supprimer le sursis. Le sursis, c'est quand même une appréciation laissée à la main du juge en fonction de chaque personne, pour tenir compte de son parcours, de sa personnalité. C'est ce que l'on appelle, en droit français, l'individualisation de la peine, qui est différente de la justice américaine ou anglo-saxonne. Nous y sommes particulièrement attachés en France, et c'est ce qui permet à un juge, justement, d'avoir une peine efficace, adaptée justement à l'auteur, à l'individu, au prévenu qui passe au tribunal. Donc moi, je ne suis pas pour remettre en cause le sursis, que l'on puisse revoir les peines. On peut y regarder parce qu'il y a une réalité. C'est ce que dit François Bayrou. Mais à chaque fois que l'on s'en va sur ce terrain-là, comme à remettre en cause le sursis, on s'attaque à l'efficacité de la peine. C'est-à-dire qu'on a pu, les juges eux-mêmes ont des statistiques qui montrent que ceux qui vont en prison sont systématiquement plus récidivistes que ceux qui ont des aménagements de peine, des politiques de réinsertion. Ça, c'est une réalité. Envoyer des délinquants dans les prisons telles qu'elles sont aujourd'hui, surpeuplées, désocialisantes, c'est construire des récidivistes en puissance. Alors ça, c'est le sujet de la justice. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un débat qui soit un peu plus sain que de faire des annonces comme celle-là. Et encore une fois, j'espère qu'il aura le même discours à l'encontre de M. Sarkozy, son grand ami. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la question du maintien de l'ordre, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez qu'il y a une part de responsabilité de Bruno Retailleau, si je vous ai bien compris. On va faire de la politique fiction. Fabien Roussel, si vous aviez été place Beauvau samedi soir, qu'est-ce que vous auriez fait différemment pour que ces incidents ne se produisent pas? Bien, j'aurais mobilisé beaucoup plus de moyens de sécurité, pas seulement à Paris,
pas seulement sur les Champs-Élysées, mais dans beaucoup de villes de province où il y a eu des dégradations. Et j'ai lu des commentaires de maires qui ont été surpris qu'il n'y ait pas de cars de CRS mobilisés, de moyens de police présentes et qui ont été appelés un petit peu au raccro à la dernière minute. Moi, si j'étais ministre de l'Intérieur, j'aurais mis depuis longtemps en place une police de proximité. J'aurais mis en place un plan de formation et d'embauche de 60 000 policiers comme je le propose depuis la campagne des élections présidentielles. Parce que la sécurité en France, c'est pas le tout d'en parler. Il faut la mettre en œuvre. Et ça se met pas en œuvre avec des déclarations et des slogans. Ça se met en œuvre avec des moyens humains et avec des hommes et des femmes formés et avec une doctrine de maintien de l'ordre qui n'est pas celle que met en place M. Retailleau, c'est-à-dire avec des moyens qui ne sont pas suffisants. Et donc, quand il les déploie, eh bien, les gars, ils y vont à coups de gaz lacrymogène et à coups de matraque. Donc, tout ça a été évitable. Et là, ça défouraille en tous sens, y compris... Tout ça a été évitable. Y compris en gazant des personnes, des familles qui étaient là pour passer un bon moment. Et donc, ça a contribué à gâcher la fête. Donc, je ne mets pas seulement M. Retailleau en responsabilité. Oui. Les premiers que j'ai pointés sont les délinquants qui ont provoqué ces désordres. Mais on entend que pour vous, il a une part de responsabilité. Qui assure la sécurité. Donc le dispositif de sécurité n'était pas à la hauteur, selon vos mots. Et il y a d'autres mots qui ont été utilisés par le ministre de l'Intérieur lui-même, Bruno Retailleau. Lui, il a parlé de barbares. Une fabrique de barbares dont les piliers de civilisation ont tous été déconstruits. Respect, autorité, hiérarchie. Ces mots-là, vous pourriez les utiliser contre ces gens, ces personnes qui ont été auteurs de violences ? Je vois que M. Retailleau a des mots durs à l'encontre des auteurs de ces violences. Et justement, j'en ai parlé avant-hier à Alès, où je me suis rendu pour porter soutien à ces 20 personnes qui ont été agressées par un groupuscule d'extrême droite néo-nazi et envers qui M. Retailleau n'a eu aucun mot. Aucun mot de soutien aux victimes et aucun mot à l'encontre de ces groupuscules. Et c'est là où je trouve, encore une fois, qu'il y a du deux poids, deux mesures. Il peut avoir des mots durs à l'encontre de l'auteur de ces violences et on peut avoir des mots durs à l'encontre de l'auteur de ces violences. Barbare, quand même, étymologiquement, barbare était appelé barbare par les Grecs et Romains, ceux qui ne parlaient pas leur langue, c'était l'étranger. Pas civilisé. Le choix du mot-là est particulier. C'est une manière, encore une fois, pour M. Retailleau de faire des amalgames entre l'auteur des violences, l'origine de ces auteurs, et à chaque fois de faire un trait d'égalité entre immigration, violence, migrants, terrorisme, on y a droit à chaque fois. Mais ça, c'est un classique de sa part. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce qui s'est passé à Alès, justement pendant la feria, une fête populaire, où il y a un groupe d'extrême droite néo-nazi qui s'est volontairement déchaîné dans un bar populaire. Et on va parler de ce crime dans le Var, où là c'est un... Oui, on en parlera, mais il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. Un coiffeur tunisien qui a été lâchement tué de 5 balles. Il y a une parole raciste décomplexée qui se déchaîne dans notre pays, y compris par des responsables politiques, par des médias, et qui fait que des groupes néo-nazis se sentent tout permis et que des personnes racistes se sentent autorisées de prendre leur fusil. Alors sur ce sujet, il faut être précis, parce que vous dites, et de tirer. Vous dénoncez des paroles politiques. À qui, à quoi faites-vous précisément référence dans le cas de la mort de cet homme dans le Var ? Je vais vous citer le ministre de l'Intérieur qui porte une responsabilité, lui, dans le climat qui existe dans notre pays. L'immigration n'est pas une chance. Abat le voile, a-t-il crié à la fin d'un meeting. Une société multiculturelle comporte des risques. Non à la submersion migratoire. En fait, il ne fait jamais de différence, lui, entre l'immigration illégale et l'immigration légale. Il tient les mêmes propos, les mêmes paroles que l'extrême droite, que le Rassemblement national. Et toutes ces paroles-là sèment dans notre pays un climat de racisme, de haine de l'étranger, qui conduit fatalement à ce que un jeune Malien soit tué de 40 coups de couteau à la Grand-Combe, que ce soit ce coiffeur tunisien qui se prend 5 balles par un homme qui, entre deux tracts du RN, écrivait sur son post Facebook « Sortez vos fusils et tirez dans le tas ». Enfin, mais est-ce qu'on peut mesurer... Vous savez, quand je suis allé à Alès, il y a une dame qui m'a pris le bras, qui m'a reconnu et qui m'a dit « Monsieur Roussel, on a peur ».
La dame portait le voile, elle rentrait chez elle. Elle me dit, on a peur. On a peur de vivre en France. C'est la première fois que j'ai des personnes comme ça qui m'interpellent et qui m'arrêtent en me parlant de ce climat de haine qu'ils ressentent pour eux, dans leur chair et pour leurs enfants. Pardon, Est-ce qu'on va Fabien prendre Roussel, mais conscience de si ce on vous climat écoute bien, enfin il y a une continuité entre des propos de tel ou tel, vous citez Bruno Retailleau, et le meurtre d'un homme samedi dans le Var? Oui, parce que ce climat décomplexé où on fait un amalgame entre des étrangers, des musulmans, la violence, le terrorisme parfois. Si on veut être complet, Bruno Retailleau a dit, après ce meurtre, tout ça libère. Tout meurtre raciste est un acte anti-français. Ouais. Oui, mais il peut le dire après coup. Mais j'aimerais, c'est pour ça que je parle fort, j'aimerais que l'on prenne conscience qu'il y a une multiplication d'actes racistes, d'insultes racistes, de crimes racistes, comme il y a une multiplication d'actes antisémites, d'insultes antisémites. Le poison de la haine et de la division se répand dans notre pays. Chaque parole publique est donc importante de la part de responsables, de ministres. Chacun doit mesurer sa propre responsabilité dans les mots qu'il emploie. La République, c'est de vivre ensemble, quelles que soient nos différences, notre couleur de peau, notre confession, notre religion, notre couleur politique. C'est vivre ensemble. La violence à l'égard du Parti communiste français que nous subissons. Il y a eu 58 locaux du Parti communiste français dégradés, vandalisés encore cette nuit par des groupuscules d'extrême droite, avec des croix nazies, avec des insultes concernant les militants. Mais ça, on va vous dire que c'est le combat politique. On va vous dire que c'est autre chose. Non, c'est pas le complot politique, c'est nous qui sommes visés. C'est nous. Mais comme c'était le cas en 39-45, où nous étions visés de la même manière, parce que ces groupes fascistes, néo-nazis, s'en prennent aux immigrés, aux étrangers, aux homosexuels, aux communistes, aux syndicalistes. On vit la même chose. Le contexte est quand même très très différent de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, le contexte est peut-être un peu différent, j'en conviens, mais quand même, ce que l'on a vécu avant d'arriver en 39, ce que l'on a vécu dans les années 30, et notamment en 34 avec les manifs factieuses, nous a conduit au pire. Et je ne voudrais pas que tout cela nous conduise au pire. Fabien Roussel, on vous retrouve juste après le fil info, il est déjà 8h45, Maureen Fignard. Il s'agit d'un métal lourd et cancérogène, le cadmium. Les médecins alertent sur l'exposition des Français, notamment les plus jeunes. Plus d'un tiers des enfants de moins de 3 ans dépassent la dose tolérée par l'organisme chaque jour. On la retrouve dans les pommes de terre, les céréales, le pain. Et pour l'éviter, il faut privilégier les aliments bio. FO Justice estime que cela va mettre en danger les agents, les syndicats pénitentiaires. Dans l'incompréhension après cette annonce, Mohamed Abra va être extrait de sa cellule la semaine prochaine pour être entendu par des magistrats. Lui qui s'était évadé il y a un an, 2 agents pénitentiaires avaient été tués au péage d'Incarville dans l'Eure. Attention, si vous vous trouvez en région parisienne, le trafic est très perturbé sur le RER B. Conséquence d'un appel à la grève à la SNCF, des TER sont aussi supprimés dans plusieurs régions. Elle a été danseuse, comédienne et bien sûr chanteuse. On a appris ce matin la mort de Nicole Croisy. Elle avait 88 ans et était connue pour ses titres « Parlez-moi de lui » et aussi « Un homme et une femme ». Et à l'instant, c'est la mort de Philippe Labro que l'on apprend. Le journaliste avait 88 ans. Son ancienne radio RTL fait cette annonce. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et avec le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, on a beaucoup parlé des questions de sécurité dans ce premier quart d'heure. On va encore en parler un tout petit peu, en tout cas de questions relatives au travail de la police. 2 ans après la mort à Nanterre du jeune Naël, le policier auteur du tir est donc renvoyé aux assises pour homicide volontaire. On a entendu ce matin sur France Info son avocat qui annonce faire appel et on en sait un peu plus sur sa stratégie de défense. Voici ce que nous a dit Laurent-Franck Liénard. Ce qu'il a fait, ce que ce policier a fait, est bien socialement et bien juridiquement. Ce sont ses mots. Que pensez-vous de cette stratégie de défense ? Je vais suivre ce procès de près parce qu'on a tous été meurtris par les images terribles de ce policier qui tire à bout portant sur ce jeune au volant après un refus d'obtempérer, soit, mais mourir de cette manière pour cette cause, ça a choqué toute la société. Donc je vais suivre ce procès de près.
J'ai entendu les juges convoquer ce policier pour homicide volontaire, pour meurtre, mais c'est l'application de la loi. Quand c'est un tir à bout portant dans une région vitale, et alors que le policier n'était pas en danger, après... Ce qu'il conteste, lui. Qu'il conteste, mais justement, il faut laisser faire la justice. Et donc, tout ce que j'ai dit auparavant conduit à dire que c'est un homicide volontaire. Mais bien socialement, c'est ce que dit Laurent Frankliner à propos de cette décision de tirer, parce que, dit-il, il y avait à Nanterre ce jour-là des personnes qui auraient pu être percutées par ce véhicule. Mais il faudra écouter ce que diront les différentes parties. C'est il va même plus loin quand même. L'avocat ce matin, il parle d'un procès politique. Il dit que c'est un détenu politique, le policier en question. Hein. Ouais, il ne faut pas pousser quand même, parce que le jeune qui a perdu la vie, il a perdu la vie, lui. Et voilà, dans des conditions terribles, qui ont été filmées. La première déclaration du policier était fausse. C'est parce qu'il y a eu la vidéo qu'aujourd'hui, il est jugé pour homicide. Donc, voilà. On change tout à fait de sujet, Fabien Roussel, jamais sans les Français. Voilà comment François Bayrou a décrit la méthode à suivre dans la construction du prochain budget. Le Premier ministre prévoit de présenter un plan pluriannuel au mois de juillet pour les finances publiques. Il compte demander un effort à tout le monde, à tous les Français, sans distinction, avec une idée qui revient sur la table, la TVA sociale. Augmenter le taux de TVA pour financer la sécurité sociale. Qu'en pensez-vous ? La TVA sociale, rien que ces deux mots, ça me choque. La TVA, ça n'a rien de social. C'est l'impôt le plus injuste. Et je dirais même que la TVA sociale, c'est l'impôt des lâches. C'est l'impôt des lâches, parce que c'est l'impôt qui s'en prend aux petits, c'est l'impôt qui ne fait pas de bruit, et c'est l'impôt que l'on fait quand on ne veut pas s'attaquer aux plus riches. C'est l'impôt des lâches. Et ce que fait M. Bayrou, c'est de la lâcheté que de s'en prendre, encore une fois, aux classes moyennes, aux classes populaires, en s'en prendre à l'aide-soignante quand elle va acheter son paquet de pâtes, s'en prendre à la caissière quand elle va acheter sa baguette, s'en prendre à l'ouvrier quand il va faire son plein d'essence. Augmenter la TVA, c'est l'impôt des lâches. Mais le constat du président de la République lui-même, c'est de dire que notre modèle social repose trop sur le travail, que ce sont les travailleurs qui payent pour tout le monde, et que ça devient lourd. Oui, mais... Monsieur Bayrou devrait relire ce qu'il a lui-même écrit quand il était commissaire au plan, où il a un petit peu travaillé, mais il a commis un rapport où justement il écrivait, et je reprends ses propos, parce que j'y adhère. Au contraire, quand on produit des richesses, quand on lance un plan d'investissement pour rebâtir la France, qu'on crée des emplois avec des salariés, des ingénieurs, des ouvriers correctement rémunérés, avec des salaires qui payent des cotisations, qui financent la protection sociale, notre sécurité, la retraite, tout ça c'est vertueux. On a besoin aujourd'hui d'embaucher pour rebâtir la France, pour investir dans l'énergie, pour investir dans le climat, pour investir dans les transports, pour investir dans la rénovation énergétique du bâtiment. Oui, d'accord, mais pardon, là ce sont des bons mots. Mais non, c'est pas des bons mots, c'est comme ça qu'on va sortir la France de la situation dans laquelle elle est. Et bien justement, et donc, on a regardé dans votre livre, le parti pris du travail que vous avez publié au Cherche Midi, vous répétez vouloir construire la société autour du travail, effectivement, faire le choix du salaire plutôt que du RSA. Tout à fait. C'est ce qui rappelle vos propos en 2023, la fête de l'humanité, où vous dénonciez l'assistanat et la gauche des allocations. Vous avez suscité la colère de vos partenaires en disant ça. Du coup, sur ce sujet-là du RSA, quelle est votre différence avec Laurent Wauquiez qui lui-même aussi dit il y a trop d'assistanats en France? Mais parce que lui, Laurent Wauquiez, d'un côté, il accompagne les délocalisations, vote les traités de libre-échange, déshabille la France, et de l'autre, donc il crée du chômage, et de l'autre, il supprime le RSA. C'est l'inverse de ce que je propose. Moi, la France dans laquelle je souhaite vivre, dans laquelle je souhaite que nos enfants vivent, c'est une France dans laquelle on s'épanouit par le travail. Et un travail qui rémunère et qui nous permette de vivre. Pas dans une France qui continue de délocaliser, de fermer ses usines, et qui, en échange, fait vivre une partie de sa population sous perfusion de RSA. Ceux-là, ces personnes-là, je les connais. Ces personnes-là, je les connais. On ne vit pas du RSA, on survit. On est obligé d'aller à la banque alimentaire pour se nourrir. Et c'est pour ça que je souhaite, moi, faire en sorte que chacun ait accès à un travail. La campagne que nous menons, c'est de créer 1 million d'emplois dans notre pays. C'est de créer les conditions pour qu'en l'espace de 5 ans de temps,
On arrive à sortir chaque personne qui est au RSA de cette situation pour leur proposer un travail correctement rémunéré, permettant de retrouver sa place dans la société et d'être utile à la société, parce qu'on a besoin de produire, encore une fois. Je ne suis pas, moi, pour la décroissance, justement, comme certains le disent à gauche. Je suis pour une croissance vertueuse, qui réponde aux besoins du pays, qui nous permet de produire ici ce dont nous avons besoin et qui crée des emplois correctement rémunérés. Et vous parliez des usines, vous parliez de l'industrie. Sur un autre sujet, Emmanuel Macron était hier, pas très loin de chez vous d'ailleurs, dans le Nord, à Douai. Il a parlé d'écologie avec ce coup de gueule. Le discours que j'entends en ce moment, ces dernières semaines, m'énerve au plus haut point. On voudrait revenir en arrière, surtout en disant non, abandonnons l'écologie, nos ambitions, pour préserver l'économie. Faux. On peut créer des emplois, on en a créé 2 millions, plus de 2 millions ces dernières années, en multipliant par 4 nos baisses d'émissions. Donc il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas détricoter ça. Voilà, Emmanuel Macron, il fait référence à la suppression des zones à faible émission par l'Assemblée nationale cette semaine. Cette mesure qui a été soutenue, enfin la suppression de cette mesure a été soutenue par une partie de la gauche parce que justement elle serait contraire aux intérêts des plus populaires. C'était une erreur ou pas de la supprimer selon vous ? Il fallait supprimer les ZFE. C'est une punition à l'égard, encore une fois, des classes populaires qui habitent dans les villages et qui ne peuvent plus rentrer dans les agglomérations parce qu'ils ont des voitures qui ne sont pas critères 1, 2 ou 3. Quand on veut lutter contre la pollution de l'air, quand on prend conscience qu'il y a aujourd'hui plus de 40 000 personnes qui meurent justement à cause de cette pollution et que c'est un vrai problème, on ne le fait pas de manière coercitive en punissant les gens. On leur permet d'accéder, 1, à des transports collectifs gratuits, 2, en leur permettant de changer leur voiture polluant en véhicules non polluants avec des primes à la conversion pour véhicules d'occasion beaucoup plus élevées que ce que nous proposons aujourd'hui. Et enfin, moi j'ai mis une proposition sur la table. On a des constructeurs français, Peugeot, Renault par exemple. Pourquoi ne mettent-ils pas au point un véhicule pas cher, pas lourd, électrique ou hybride, non polluant pour les catégories populaires, justement avant de mettre ça. Mais non, c'est pas cher. On a réussi à faire la Twingo, justement, c'était une innovation, c'était la CGT et le Parti communiste français qui portait ce projet-là. Des véhicules populaires, pas chers, produits en France. C'est vertueux sur tous les plans, au lieu de mettre en place des ZFE punitives. Mais là, ce que dit le président de la République va au-delà des ZFE, en fait. C'est l'accumulation qu'il pointe du doigt. Les ZFE, donc suppression des zones à faible émission. MaPrimeRénov', pour rénover effectivement les bâtiments, pour éviter les passoires thermiques, va être suspendu au mois de juillet. Et puis il y a aussi la loi du plomb. Il n'avait qu'à pas nommer François Bayrou. Hein. C'est quand même lui qui l'a nommé, François Bayrou. On dirait qu'il est passé dans l'opposition quand il parle comme ça, le président de la République, et qu'il assume ses responsabilités quand même. C'est son gouvernement, c'est sa majorité, c'est une partie de ses députés qui mettent en cause ce qu'il lui-même défend. Donc il va devenir schizophrène à la fin. Quelques sujets d'actualité très rapidement. Vous recevez aujourd'hui au Parti communiste une délégation de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, en plein conflit évidemment et en plein débat sur la reconnaissance de l'État palestinien. Avec quel objectif cette réunion ? L'objectif, c'est de lancer un appel pour créer en France et en Europe une alliance internationale pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est même plus l'indépendance et la liberté du peuple palestinien, c'est son existence même. Il y a aujourd'hui un génocide du peuple palestinien. Même l'ancien Premier ministre israélien, Ehud Olmert, dans une tribune qu'il vient de publier, que j'ai découvert ce matin, le dit. Et donc, il y a une situation gravissime. J'ai rencontré ces dirigeants de l'OLP hier soir. Mais vous êtes aligné avec Emmanuel Macron là-dessus. Alors, Emmanuel Macron a commencé à bouger. Et il y a cette conférence qui va se tenir à l'ONU, à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite. Nous ne savons pas encore aujourd'hui si la France va reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de cette conférence. Et c'est pour ça que nous faisons d'ailleurs ce que l'Élysée aurait dû faire. C'est de réunir en France les dirigeants de l'OLP avec les forces vives du pays. Il y aura d'ailleurs des responsables politiques, syndicaux, associatifs, nombreux, aujourd'hui place du Colonel Fabien, pour lancer un appel à la reconnaissance de l'État de Palestine, pour demander à cesser l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Et d'ailleurs, la France devrait prendre l'initiative elle-même de cesser tout accord commercial avec le gouvernement israélien tant que n'ont pas été mis fin au massacre, à la guerre, à la famine. Enfin, vous vous rendez compte ce qu'ils m'ont raconté hier. Plus de 80% de l'eau
est aujourd'hui impropre, imbuvable. Il y a 2 stations d'épuration. Les Israéliens viennent de décider de couper l'électricité de ces stations d'épuration et donc ils sont en train d'assoiffer, de conduire à des famines, à des maladies, les 2 millions de Gazaouis qui sont encore aujourd'hui enfermés dans cette zone. On va parler de 2027, même si on est à 2 ans de cette élection présidentielle. Fabien Roussel, l'écologiste Marine Tondelier, vous a lancé un appel en début de semaine. Elle veut que tous les leaders de la gauche puissent se réunir le 2 juillet prochain pour discuter à nouveau ensemble et décider d'une candidature commune pour cette élection présidentielle. Est-ce que vous y serez ? Ce qui compte pour nous, c'est le contenu, c'est le programme. Et donc... c'est d'abord ça qui doit nous unir et faire en sorte que l'on y travaille. Alors. Et quand on parle de rassemblement et d'unité, et je souhaite moi que la gauche puisse se rassembler, puisse gagner, avant 2027, il y a 2026. Il y a des élections municipales. Ouais, mais pour moi, c'est important et c'est pas un détail. Ça veut dire que tous ceux et toutes celles qui parlent d'unité en 2027, j'aimerais bien qu'ils la mettent en œuvre en 2026. Ces élections, elles sont déterminantes. C'est à ça que vous conditionnez votre participation à la réunion de juillet. Oui, moi je souhaite que cette question de 2027, on la mette à l'ordre du jour après ces échéances, après ces élections locales. Elles sont importantes. Et on ne peut pas se projeter sur 2027 si on se déchire avant 2026. Et j'appelle au rassemblement, à l'union la plus large, pour faire en sorte qu'à ces élections municipales, la gauche l'emporte. Et on aura l'occasion de vous réentendre en 2025, en 2026, en 2027. Merci Fabien Roussel d'avoir été sur France Info ce matin.